Lorsqu'on est journaliste et qu'on a un compte Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok, Telegram ou LinkedIn, qu'est-ce qu'il faut surtout éviter de faire sur ces réseaux sociaux et les autres qui en existent? Puisqu'il y en a une bonne trentaine qui sont populaires et qui ont un nombre assez significatif d'utilisateurs. Comment éviter en tant que journaliste d'être intoxiqué par une source sur ces réseaux sociaux? Comment éviter d'être victime d'un faux scoop, d'être induit en erreur, de miner sa crédibilité ou de subir l'influence de certains sujets? Des sujets qui se discutent évidemment sur ces plateformes. Comment s'assurer de bien les utiliser? Quelles précautions faut-il prendre? Pour en parler, nous accueillons Silvio Combé. Il a travaillé pour TV5, France 24 et Al Jazeera. Il est consultant et formateur, les spécialistes du fact-checking. Il est le fondateur du site d'information Africa Rendez-vous et suivi par plus de 11 000 abonnés sur Twitter. Bonjour, Monsieur Silvio. Bonjour Freddy Balao, bonjour à tous ceux qui nous suivent actuellement sur les réseaux sociaux justement. Merci pour l'honneur que vous nous faites d'accepter notre invitation. C'est toujours un plaisir. Bonjour et bienvenue à tous et toutes ceux qui nous suivent, à tous les participants. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous du Forum Pamela Award de reportage sur les crises mondiales du Centre international pour les journalistes CFJ basé à Washington. Un forum qui rassemble près de 3000 journalistes francophones du monde entier et pour lesquels nous offrons chaque semaine des webinaires, des formations, des ateliers en ligne pour justement aider ces journalistes à mieux travailler en cette période de crise sanitaire. Pour commencer, je me présente, je suis Kossi Balao, le directeur du Forum francophone de l'UCFD qui organise ce webinaire. Ce jeudi, comme je l'ai présenté ou comme je l'ai précisé dans mon introduction, nous discutons de la meilleure façon pour les journalistes de gérer leurs réseaux sociaux. Ces canaux numériques de diffusion qui se sont incrustés dans notre quotidien et dont il est désormais difficile de s'en passer. L'impact de ces réseaux n'est plus à démontrer. Il vous est certainement déjà arrivé de lire un article dans lequel le journaliste rédacteur cite les réseaux sociaux comme une source pour confirmer une tendance, pour illustrer l'ampleur d'un fait ou simplement pour situer l'origine d'une information. Bonne ou mauvaise stratégie? Nous vous fournirons au cours de cette session toutes les clés pour mieux comprendre, pour mieux vous en servir dans le cadre de votre travail. C'est un webinaire interactif et nous nous réjouirons de recevoir toutes vos questions. Vous pouvez poser les questions en direct dans les commentaires sous la vidéo sur Facebook ou dans la boîte de discussion si vous nous suivez via Zoom. Alors, ma première question pour vous, Monsieur Silvio Combé. Vous êtes à la fois fondateur d'un journal, rédacteur, directeur général, journaliste, consultant. Vous êtes également enseignant dans une université privée et vous vous définissez aussi parfois comme entrepreneur. À quel moment de la journée trouvez-vous le temps de vous connecter sur les réseaux sociaux? Alors, c'est vrai que c'est mon profil et je comprends tout à fait la question. On se demande, mais quel temps j'ai pour me connecter sur les réseaux sociaux? Je suis en fait permanemment connecté sur les réseaux sociaux. Je suis connecté, sauf que je ne suis pas permanemment sur les réseaux sociaux. Il faut mettre la nuance. Je suis permanemment connecté aux réseaux sociaux, mais je ne suis pas permanemment là sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, si je veux publier une information à 8 heures, je suis connecté, enfin, chaque heure de la journée, mais ça ne veut pas dire que je suis là en train de travailler sur les réseaux sociaux en permanence. Vous voyez un peu, je ne sais pas si je me fais comprendre. Je suis connecté, je reçois des informations, mais je ne suis pas là en train de travailler sur les réseaux sociaux 24 heures sur 24. Ça me permet, peut-être dans le déroulement de… Vous relayez de temps en temps, par exemple, sur votre compte Twitter, les actualités de votre journal. Bien évidemment, c'est une question de planification. Je vais en parler tout à l'heure dans ma présentation, c'est une question de planification. Parce que si vous avez beaucoup à faire, vous n'allez pas passer tout votre temps sur votre écran d'ordinateur ou devant votre téléphone. D'abord, c'est nocif.
pour vos yeux. L'écran bleu, c'est nocif pour les yeux. Donc, du coup, et puis, on a autre chose à faire. On ne va pas passer toute la journée les yeux fourrés dans les écrans. Donc, il faut savoir s'organiser. Il faut savoir planifier ses publications sur les réseaux sociaux. Sinon, on ne pourra pas s'en sortir. Au-delà de la vie professionnelle, nous avons également une vie privée. Et donc, il faut savoir également quand s'arrête cette vie privée, quand s'arrête cette vie professionnelle, pour qu'il n'y ait pas, pour que la vie professionnelle ne fasse pas ombrage à la vie privée. Nous avons également des distractions à faire. Il faut avoir le temps de passer avec la famille, il faut avoir le temps de se distraire, aller par exemple à la piscine, aller passer du bon temps avec les amis pour causer, pour se déstresser. Il y a tout ça. Mais quand vous me cherchez sur les réseaux sociaux, j'y suis. Et donc, si vous me taguez sur les réseaux sociaux, j'y suis et je réponds. Mais ça ne veut pas dire que, ça ne veut pas dire que justement, je suis là avec mon smartphone, là, les yeux rivés dans l'écran. À vous écouter, Monsieur Combé, j'ai autant de questions à vous poser, mais je voulais d'abord faire votre présentation. D'accord, d'accord, ok. D'accord, on va y aller. J'ai planifié juste 4 ou 5 slides à partager avec les confrères et les consoeurs. Ce n'est pas une formation, moi je ne le vois pas comme une formation, je le vois comme un petit temps de partage, d'échange, de discussion avec les confrères et les consoeurs qui veulent bien. Et donc, c'est toujours un plaisir pour moi, comme je l'avais dit au départ, de partager toujours ces moments d'échange avec les professionnels de la plume. Alors, je ne vais pas ici revenir sur qui est journaliste, non, mais plutôt, je vais plutôt aujourd'hui dire pourquoi le journaliste est sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Chacun a sa réponse. Je donnerai la mienne. Je pense que le journaliste est sur les réseaux sociaux pour publier son contenu et le promouvoir. Parce que quand vous travaillez pour une presse écrite, vous voulez que cet article ou votre journal soit lu. Quand vous travaillez pour une presse en ligne, vous voulez que votre contenu soit lu. Quand vous faites du reportage, la pige pour des médias, vous voulez que votre production soit lue et partagée, soit lue un peu partout. Parce que moi, je suis togolais, je n'écris pas que des Togolais. Je n'écris pas que pour des Togolais, je vais dire. Et donc, le lectorat togolais est très réduit. Et donc, les 6-7 millions que nous sommes, de par les milliards que nous sommes sur la planète, je ne vais pas juste me concentrer sur les 7 millions d'habitants que nous sommes au Togo. Donc, je n'écris pas que pour la cible togolaise, mais on écrit pour tout le monde, monsieur tout le monde. Et donc, le journaliste est sur les réseaux sociaux pour publier et promouvoir son contenu. Les réseaux sociaux, nous y sommes également pour faire de la veille informationnelle. Et c'est cette veille informationnelle que je fais qui me permet justement de ne pas être tout le temps scotché. Et donc, s'il y a peut-être des questions sur cette veille informationnelle, comment il faut le faire et comment, avec quel outil il faut le faire, je pourrais y répondre. Mais cette veille informationnelle permet justement, d'accord, les informations chaudes. Donc, on va être alerté quand il le faut, dès que ces informations-là tombent, pour que nous ne soyons pas dans cette démarche-là d'avoir les yeux rivés sur l'écran tout le temps. Mais plutôt, on est là, on met en place le système pour que à chaque seconde, à chaque moment que l'information tombe, on puisse être alerté et ça va réagir à propos. Alors, justement, la question première, c'est de savoir comment gérer ces réseaux sociaux. Il faut d'abord connaître ces réseaux sociaux prioritaires. C'est très important. Il y a aujourd'hui une multitude de réseaux sociaux. Il y a plein de ces réseaux sociaux qui existent aujourd'hui, mais nous ne pouvons pas être sur tous ces réseaux sociaux. J'ai au moins des comptes sur une dizaine de comptes de réseaux sociaux, mais j'essaie quand même de faire la part des choses. Est-ce que de tous ces réseaux sociaux-là, est-ce que c'est Twitter qui m'est prioritaire? Est-ce que c'est LinkedIn? Est-ce que c'est Facebook? Tout cela, il faut le définir, il faut arriver à le savoir de par la communication qu'il y a entre vous et votre cible, la communication qu'il y a entre vous et votre audience, la réactivité qu'il y a dans vos publications. Quand vous écrivez, comment est-ce que les gens répondent? Quand vous écrivez, quel est son taux de couverture? Quand vous écrivez, quel est le taux de réceptivité? Comment est-ce que les gens accueillent ces informations-là? Comment est-ce que les gens réagissent par rapport à ces informations-là? Et quel réseau social constitue votre source d'information? Parce que oui, les réseaux sociaux également, ce sont des sources d'information. Quoique, on ne doit pas se
contenter d'un réseau social comme source d'information, mais ces réseaux sociaux constituent quand même une source d'information. Alors, comment les gérer? Il faut d'abord connaître ces réseaux sociaux pour savoir, ces réseaux sociaux prioritaires, pour savoir par quel réseau social commencer et quel réseau social, du genre, il faut quand même arriver à les classer de 10 à 1. C'est quoi le réseau social qui occupe la 10e place? Et donc, je ne vais pas commencer ma journée avec, je dis n'importe quoi, TikTok. Je dis n'importe quoi. Ma journée avec TikTok. Est-ce que c'est sur TikTok que j'ai mon information? Est-ce que c'est TikTok qui va faire ma journée? Est-ce que c'est sur TikTok que je vais publier mes informations? Est-ce que c'est sur TikTok que je vais publier mon contenu? Donc, il y a tous ces paramètres qu'il faut toujours prendre en compte et selon également comment est-ce que les gens réagissent par rapport aux publications que vous faites. Et donc, par rapport à tout cela, il faut se doter d'un planning de travail. Il faut avoir un planning de travail. OK, je me lève le matin, il faut que je fasse le tour, soit des réseaux sociaux pour voir le dispositif de veille que j'ai mis en place, quelles sont les informations qui sont tombées et qui me paraissent importantes, quelles sont les informations sur lesquelles je dois réagir, quelles sont les informations que je dois creuser davantage, quelles sont les informations sur lesquelles je dois faire du follow-up, quelles sont les informations, enfin, donc autant de questions. Et donc, quand vous faites un planning, ça vous permet de savoir par où commencer et par où terminer. Et donc, ça vous permet également tout à fait, et de façon naturelle et normale, de savoir programmer vos publications. Vous ne pouvez pas passer toute votre journée, comme je l'avais dit en intro dans les discussions avec vous, M. Balao, vous ne pouvez pas passer toute votre journée concentré ou scotché sur vos écrans de téléphone ou d'ordinateur. Vous ne pourrez pas vous en sortir. Donc, il faut pouvoir arriver à programmer des fois vos publications, même si ce n'est pas toutes les publications qui sont programmables. D'accord? Mais il y a de ces publications que vous pouvez programmer pour vous faciliter la tâche, pour que vous puissiez également vaquer à d'autres occupations. Tenez-vous bien, je ne peux pas être en train d'écrire un article et là, au même moment, avoir un autre œil. Là, arriver sur mes comptes sociaux. Je ne pourrais pas être concentré pour pouvoir bien produire mon article, pour pouvoir conduire mon interview. Donc, il faut savoir comment programmer ces publications pour pouvoir mieux organiser sa journée, justement, avec l'appui d'un planning de travail que vous aurez déjà à faire. Je vais poursuivre, et c'est ici le nœud de ma communication, les don'ts, du genre, je le dis comme ça, ce qu'il ne faut pas faire. D'accord? Parce que si on doit s'attarder sur ce qu'il faut faire, on ne pourra pas finir cette présentation. Et donc, je vais juste prendre 5 points essentiels, 5 points qui pour moi sont essentiels et qu'il faut retenir qu'on ne doit jamais faire ou qu'on doit faire l'effort de ne pas faire. C'est l'utilisation de pseudo ou de nom de star ou de nom d'emploi. Par exemple, vous avez un compte social sur lequel vous mettez Sylvester Stallone, journaliste. Ben, écoutez, vous êtes journaliste, au même moment, vous êtes source d'information pour d'autres personnes également. Et donc, il faudrait que votre compte social puisse vous refléter qui vous êtes. D'accord? Je suis Silvio Combé, et quand vous faites le tour de mes comptes sociaux, vous retrouverez mon nom identique un peu partout. Sauf si je démarque le professionnel du privé. Il y a ça. Donc, si je suis sur les comptes sociaux, sur les réseaux sociaux, il faudrait que je puisse utiliser mon nom réel. Je ne dois pas me faire passer pour une autre personne. Celui que je suis, il faudrait que mes écrits ou mes comptes puissent le refléter. Donc, il faut pouvoir utiliser ses vrais noms, son identité sur les réseaux sociaux. Et même si, par exemple, vous devez utiliser un nom d'emprunt, comme on le fait dans la presse, il faudrait qu'on puisse rapidement associer ce nom d'emprunt à qui vous êtes. Moi, par exemple, j'utilise le nom d'emprunt Ditri à côté de mon nom journaliste Silvio Combé Combété. Vous allez voir dans certains écrits ou dans certains de mes tags, vous allez voir Ditri. Et tout le monde, presque tous les journalistes togolais savent que quand on parle de Ditri sur les réseaux sociaux, c'est Silvio Combé. C'est de ça qu'il s'agit. Ouais, donc, il faut pouvoir, même si vous devez faire un petit décalage avec un autre pseudo, mais l'essentiel, c'est de ne pas aller prendre un pseudo de star, aller prendre Rihanna, aller prendre je ne sais qui, une star de foot, Ronaldo, aller prendre. Non, ça ne le fait pas. Ça ne le fait pas. Lionel Messi sur votre compte, si demain vous publiez une information qui est crédible, on ne pourra pas arriver à savoir si c'est le journaliste qui parle ou c'est
la star qui parle. Voilà un peu, donc, vous mettez des gens en erreur et ça fera aussi que si on doit vous citer, vous imaginez votre compte social sur lequel enfin, que vous avez créé avec le nom Beyoncé. Je dis n'importe quoi. Et quand vous avez une information capitale sur, je dis n'importe quoi, l'attaque qui a eu lieu hier au nord du Togo, vers la frontière Togo-Burkina Faso, et on doit vous citer, vous êtes la première personne à donner l'information, et on vous cite ensuite votre tweet, et voilà, c'est Beyoncé qui apparaît. Voilà, ça ne fait pas professionnel. Et donc, vous passez à côté de la plaque. Le deuxième point qui me paraît essentiel, ne pas confondre le perso et le pro. Ne pas confondre la vie privée et la vie professionnelle. Si vous pensez qu'il y a de ces informations qui ne relèvent pas forcément de votre cadre de travail et que vous devez utiliser, enfin, mais vous devez toujours utiliser des canaux de diffusion, par exemple les médias sociaux ou les réseaux sociaux pour faire passer ces informations, créez carrément des comptes à part. D'accord? Créez carrément des comptes à part pour que les gens sachent que ce n'est pas le CVO professionnel qu'on connaît qui est là, mais c'est plutôt le CVO entrepreneur, le CVO nanana qui est là. Et donc, pour que les gens puissent faire la part des choses entre le perso et le professionnel. Mais attention, le perso ne doit pas dédouaner le professionnel. C'est ça aussi le problème. Il ne faudrait pas aussi que le perso puisse, je veux dire, quand on voit le perso, ça soit catégoriquement le contraire de ce que vous faites sur le professionnel. Vous diffusez une information où vous êtes appelé, journaliste, à respecter les règles de déontologie et d'éthique. Vous voilà sur l'autre compte perso où vous faites de la pagaille, vous vous mettez dans le sensationnel, ou même encore, au pire des cas, dans l'intox, ça ne le fait pas. Donc, oui, créer des comptes pro perso et avoir des comptes professionnels si vous le voulez. Si vous voulez diffuser des informations qui ne relèvent pas forcément du cadre professionnel, arrivez à vous démarquer, à faire le distinguo entre le personnel et le professionnel. Il y a certaines agences même qui exigent, d'accord, que même sur des comptes personnels, vous puissiez préciser que vous travaillez pour telle agence de presse. Donc, il y a tous ces paramètres et cela dépend également de pour quel organe vous travaillez à l'international. Et si vous avez un compte perso, il faut éviter de publier les scoops sur votre compte perso et négliger le compte professionnel. C'est le compte professionnel qui doit donner l'information. Si vous travaillez pour un organe de presse, vous devez donner la priorité à votre organe de presse qu'à vous, votre compte personnel. Parce que c'est l'organe de presse qui vous embauche. C'est l'organe de presse qui vous engage. Donc, il faudrait faire l'effort quand même, dans la mesure du possible, pour que l'organe de presse puisse primer sur vous, votre vie personnelle ou encore sur le côté personnel que vous gérez. Évitez aussi d'avoir une prise de position sur des sujets politiques apolémiques. Vous savez le pourquoi? Souvent, quand nous mélangeons tout cela et que nous avons des prises de position sur des sujets politiques apolémiques, des gens pensent que c'est la position du média que vous relayez, que c'est la position du média que vous défendez. Et donc, vous mettez à mal un peu la ligne éditoriale de votre organe, vous, dans vos publications personnelles. Et le dernier point qui me semble important, c'est de réfléchir avant de publier. Réfléchir avant de publier. Même si c'est sur son compte personnel, est-ce que cette image que vous allez publier, est-ce que ça ne risque pas de se retourner contre vous? Est-ce que cette image que vous allez publier demain ou 5-10 ans, si on fait ressortir cette image, est-ce que ça ne va pas faire entorse à vous, votre réputation? Est-ce que cette image, demain, 5-10 ans, si vos enfants voient cette image, est-ce qu'ils ne seront pas heurtés? Est-ce que leur sensibilité ne sera pas heurtée? Vous-même, est-ce que vous serez fier de cette publication que vous avez eu à faire? Donc, réfléchir beaucoup avant de cliquer sur le point Go ou publier. Et donc, je disais qu'il y a des médias, des organes de presse, des maisons de presse, des agences de presse à l'international qui ont édicté des règles qui encadrent en réalité la collaboration avec leurs collaborateurs ou avec leurs journalistes, si vous permettez, et donc qui les guident. Et ça leur permet de savoir, OK, quelle information je dois publier d'abord, quelle information ne doit pas aller sur mon compte personnel, quelle information je dois réserver
à mon organe de presse, à mon employeur, surtout quand vous visez l'international. Et même si vous ne visez pas l'international, il faut toujours réserver la priorité, la primeur de l'information à votre employeur. Et donc, j'ai mis ici 10 points essentiels édictés par l'agence de presse Reuters que je pourrais partager donc, avec vous après. C'est en anglais. Follow the trust principle in all activities directed to Reuters News. Bon, c'est en anglais, mais en réalité, en somme, c'est que vous devez rester journaliste. Les règles de base qui gouvernent la profession du journalisme, vous devez le respecter. La transparence, vous devez rester quand même, vous devez quand même l'équité, d'accord? Ne pas prendre position pour quelqu'un ou l'autre, rester objectif et ne pas avoir de penchant, donner l'information, ne pas faire du plagiat, ne pas fabriquer l'information. Et donc, sur les réseaux sociaux, même si c'est sur vos comptes personnels, il faut pouvoir faire l'effort de respecter un certain nombre de règles. Et donc, il y a beaucoup d'autres organes de presse qui ont également édicté des règles qui gouvernent leur collaboration avec leurs associés, que bon, les confrères pourront faire des recherches supplémentaires. Mais j'ai fait ici la capture d'écran de ce que l'agence de presse Reuters a édité. Et donc, sur ce, je suis bien ouvert aux questions. J'espère, et je vois déjà des questions tomber là, donc je suis ouvert à répondre à vos différentes questions. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Silvio, pour cette présentation qui semble être brève, mais tellement riche en contenu et en informations, en conseils surtout. Et vous l'avez bien remarqué, il y a tellement de questions au fur et à mesure que vous avanciez dans cette présentation. Je laisse d'abord la mienne et je prends une question posée par un confrère, la question de savoir, est-ce qu'un journaliste qui a gardé son identité peut-il avoir une vie privée sur les réseaux sociaux? En réalité, il n'y a pas de vie privée sur les réseaux sociaux. On n'en a pas. Il faut oublier ça, que nous avons une vie privée sur les réseaux sociaux. Non. Nous sommes déjà nus sur les réseaux sociaux. On n'a pas de vie privée. Donc, il faut faire l'effort quand même de pouvoir verrouiller, autant que faire possible les informations que nous publions. Et puis, au-delà du verrouillage des informations, parce que nous n'avons plus de vie privée, qui que nous soyons, journalistes, animateurs, radio, télé, qui que nous soyons, artistes de la chanson ou artistes, même si c'est un paysan, nous n'avons pas de vie privée sur les réseaux sociaux. Ça, il faut déjà le faire sortir de la tête. Dès que vous êtes sur un réseau social, c'est que vous n'avez plus de vie privée. Et donc, il faut quand même essayer de verrouiller un certain nombre de publications. Ne donnez même pas accès à votre téléphone, à certains paramètres, aux réseaux sociaux, par exemple. Il y a certains réseaux sociaux qui vous demandent d'avoir accès à vos contacts. Mais pourquoi faire? Si ce n'est pas utile, mais bloquez. Parce que là, vous laissez. C'est vrai que nous sommes nus sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas une raison de marcher nus sur les réseaux sociaux. Vous voyez un peu. Donc, nous n'avons pas de vie privée sur les réseaux sociaux, mais il faut quand même faire l'effort de ne pas non plus tout dévoiler sur les réseaux sociaux. La vie privée n'existe pas sur les réseaux sociaux. Dès que vous venez sur un réseau social, c'est que vous-même, vous venez vous vendre nu. D'accord? Donc, on n'a pas de vie privée sur les réseaux sociaux. Monsieur Combé, parmi les réseaux sociaux qui existent, vous semblez avoir une préférence pour Twitter. Confirmez-vous cela? Bien sûr. À qui l'a dit? Ouais, bien sûr. J'ai une préférence pour Twitter et pour LinkedIn et de plus en plus pour TikTok. Ben, si vous posez la question, je vous le dirai. Mais je réponds pour Twitter. Twitter parce que je le vois, sauf de très loin, comme le réseau social le plus professionnel. Il n'y a pas trop de racailles. C'est vrai que depuis que le nombre de caractères a augmenté à 280, on voit des gens engager beaucoup plus de discussions qui n'ont pas lieu d'être. Avant, quand c'était 140 caractères, moi, je fais partie de ceux qui étaient déçus de voir cela augmenter à 280. C'est beaucoup plus professionnel. Vous allez voir même quand des leaders d'opinion, je prends l'ancien président des États-Unis, Barack Obama, veut faire des déclarations. Ce sont des gens qui prennent à cœur Twitter. Et quand vous suivez des leaders d'opinion, des hommes politiques sur Twitter, vous avez la primeur de l'information. Vous avez les agences de presse, les grandes agences de presse, les grandes agences de presse donnent la priorité à Twitter.
Ouais, un peu. Donc, quand vous suivez les grandes agences d'information, ceux qui font le contenu, l'information, je ne parle pas que des médias, mais des leaders d'opinion, des hommes politiques, ceux qui font l'information, quand vous le suivez sur Twitter, c'est que vous êtes comblé. Vous êtes vraiment content parce que vous avez l'information. Rien qu'avec Twitter, vous faites votre journée. Maintenant, au-delà de ça, il y a LinkedIn, il y a d'autres réseaux sociaux, mais oui, mon amour, c'est pour Twitter aujourd'hui. Est-ce que Twitter ou les réseaux sociaux, par exemple, ne bouleversent pas la pratique du métier ou n'affectent pas le travail du journaliste? La question, c'est de savoir justement, parce que les utilisateurs ont tendance à avoir beaucoup d'abonnés, beaucoup de followers, mais est-ce que ça n'affecte pas le travail du journaliste de sorte que tu cherches peut-être à écrire pour avoir plus de personnes qui like, qui commentent et qui partagent? Non, 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 non. En réalité, tu ne cherches pas à avoir beaucoup de personnes. C'est parce que tu écris bien. C'est parce que tu fais du bon contenu que les gens te suivent. C'est différent des influenceurs qui sont sur les autres réseaux sociaux. Le journaliste n'est pas à la quête de la popularité, du genre, enfin, d'être influenceur, d'avoir des gens qui le suivent pour dire qu'il est influenceur. Non. Et si tu es journaliste et que tu fais ça, c'est que tu n'as pas compris ton job. Moi, je ne travaille pas pour avoir des gens qui me suivent. J'écris un article et je me rends compte que oui, il y a des gens qui ont liké, il y a des gens qui ont apprécié et qui ont partagé. Et je suis content. Mais je ne fais pas pour que des gens puissent partager du genre, oui, il faut écrire pour être lu, il faut écrire pour que ces articles soient partagés. Mais je ne suis pas en quête de popularité. Ce n'est pas ça mon job. Je suis beaucoup plus tourné vers l'information, produire du contenu. Et quand je produis du contenu qui est bon, que les gens partagent, je suis satisfait. Mais je ne vais pas sur les réseaux sociaux pour aller chercher des abonnés. Les abonnés doivent venir parce que je fais du bon boulot. Et si on ne le comprend pas comme ça, je pense qu'on devrait plutôt tourner vers la musique. Monsieur Combé, quel est le réseau social qui est le plus adapté pour les journalistes selon vous? Alors, moi, je citerai deux réseaux sociaux, Twitter et LinkedIn. Twitter et LinkedIn parce que Twitter, comme je l'ai dit, me paraît perso, peut-être que c'est subjectif, mais ça me paraît comme être le réseau social le plus adapté en termes de recoupement et je l'utilise même pour faire la veille informationnelle. Avec TweetDeck qui est bien adapté, moi, ça me permet de faire une très bonne veille informationnelle. Ensuite, LinkedIn qui permet de faire un bon réseautage, d'accord, parce que vous cherchez à contacter telle personne, rapidement, vous l'avez sur LinkedIn. Vous écrivez à quelqu'un sur LinkedIn pour une demande d'interview. La personne vous répond parce qu'elle sait que vous n'êtes pas sur un réseau social de monsieur tout le monde. Ça aurait été sur, bon, permettez que je donne le nom, ça aurait été sur Facebook. Bon, on va croire que c'est un gamin de quartier qui est en train de me déranger. Mais sur LinkedIn, n'est pas sur LinkedIn, bon, monsieur tout le monde, quoi. C'est des gens qui s'y connaissent et qui savent comment fonctionne cet outil-là, qui y sont, de même que Twitter. Donc, les réseaux sociaux que moi, je pourrais conseiller aux journalistes, c'est Twitter et LinkedIn. Nous avons une question du journaliste Mauricio. Je la lis assez rapidement. La question de planification sur les réseaux sociaux face au scoop n'est pas, à mon sens, possible. L'instantanéité, la rapidité nous fait défaut. Comment concrètement planifier pour ne rien rater? Quelle différence entre le community manager et un journaliste qui gère personnellement ses réseaux sociaux? Alors, l'instantanéité, j'ai dit, la planification, la programmation des tweets, ce n'est pas du passe-partout. Je l'avais dit quand je parlais de planifier. Je suis directeur d'organe. Je dois planifier la publication, le partage des informations que nous avons publiées sur le site Internet. Ouais, un peu. Et donc, je ne vais pas là comme ça, à une heure donnée, 8 heures ou 10 heures, balancer 10 informations en même temps. Non, ça ne m'avantage pas. Ça ne m'avantage pas. Donc, je fais la planification. À 8 heures, voilà l'information que je veux partager avec mon audience. C'est déjà écrit. Donc, c'est ça que je veux partager avec mon audience. Quoique des gens, quand vous écrivez sur un site Internet, il y a des lecteurs qui lisent spontanément. Vous écrivez, vous publiez un article, en 5 minutes, même sans partage, vous voyez les lectures qui grimpent.
c'est différent. Maintenant, moi, j'ai publié un article. Maintenant, je veux dans la journée, je dois planifier la publication, le partage de ces informations-là sur les réseaux sociaux. C'est de ça que je parle. C'est différent. Maintenant, quand vous êtes un community manager, oui, c'est totalement différent aussi, quoi. Maintenant, face au scoop, ou quand vous êtes un journaliste face à un scoop, oui, vous n'allez pas planifier le scoop. Ce n'est plus un scoop. Mais encore, sur quel site ou pardon, sur quel réseau social faudra-t-il publier le scoop? Est-ce que c'est sur votre compte personnel ou c'est le compte de votre organe, de votre employeur à qui il faut donner la priorité? J'en ai parlé tout à l'heure. Un peu. Donc, la programmation ne s'applique pas à tout. C'est selon votre posture, c'est selon ce que vous exercez comme travail. Vous êtes journaliste, c'est différent. Vous ne pouvez pas faire de la planification à tout va. Mais vous êtes directeur d'organe, oui, il faut faire de la planification. D'accord? Il faut faire de la planification. Vous n'allez pas bombarder les gens avec 10 informations à la fois. Non. Non, vous-même, ça va vous desservir. Vous n'aurez pas l'effet escompté. Vous avez dit dans votre introduction, dans votre présentation plutôt, que les journalistes doivent éviter de confondre la vie privée et la vie professionnelle. Je veux savoir ce que vous entendez par cela. Est-ce qu'il faut éviter, par exemple, de publier ses photos de famille? Il faut éviter, par exemple, de publier ses vacances? Qu'est-ce qu'il faut concrètement ne pas mettre en fait sur la toile selon vous? D'accord. En réalité, vous avez un site internet, pardon, vous avez un réseau social, d'accord? Où vous publiez des informations. Journaliste, je ne veux pas forcément vous voir, ce n'est pas votre séjour ou encore votre balade en haute mer qui m'intéresse. Si ça ne me donne pas de l'information, ce n'est pas votre vacances qui m'intéresse. Ouais, un peu. Ce n'est pas votre vie familiale qui m'intéresse. Et c'est quand même de dissocier parce que le jour où vous allez publier l'information qui ne fait pas du professionnel, les gens vont le prendre et ça risque de se retourner contre vous. Vous travaillez pour une agence de presse ou vous avez un truc bien formel avec l'agence de presse, surtout à l'international, vous n'allez pas vous permettre, vous travaillez pour TV5 Monde, pour Reuters, pour France 24, vous n'allez pas parce que c'est lié à France 24, à Reuters, à Al Jazeera, vous n'allez pas vous permettre comme ça de publier votre image en train de jouer, je ne sais pas, au casino. Qu'est-ce que l'agence de presse a à voir avec? Mais par contre, quand vous diffusez une information, parce qu'on sait qu'on vous envoie sur un terrain de reportage et vous avez donné déjà la primeur de l'information à l'organe de presse, maintenant la suite, s'il y a des à côté, vous pouvez le développer sur votre compte perso. D'accord? Mais si vous faites tout un mélange, ça devient de la salade, au finish, le jour ou le moment où vous allez publier une information capitale, ça risque de passer inaperçu, ça risque de passer inaperçu, et donc ça n'aura pas l'effet que vous recherchez également. Monsieur Combé, on remarque de plus en plus que lorsqu'il y a une actualité brûlante, les internautes, au lieu d'aller vers des sites des médias traditionnels, se ruent vers des réseaux sociaux pour s'informer, pour en savoir davantage. Est-ce que ce n'est pas un danger pour les médias? Non, ce n'est pas un danger. Moi, je ne le vois pas comme un danger. Si les internautes se ruent vers les réseaux sociaux, que les médias aussi aillent vers les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne sont pas fermés aux médias. Et donc, il faudrait que les médias également utilisent ces réseaux sociaux-là pour informer. Les médias classiques, les médias traditionnels sont obligés. Il y a beaucoup de ces médias traditionnels qui ont fermé boutique et qui ont fait la mue vers les médias, les nouveaux médias aujourd'hui, qui ont des sites Internet. Il y a plein de journaux aux États-Unis, en Europe, qui ont fermé boutique. Et donc, qui sont allés, qui ont fait la reconversion, qui sont allés vers les nouveaux médias parce qu'ils ont constaté que c'est là que se trouve le marché. Donc, si vous êtes un média classique, un média traditionnel, et que vous constatez que les gens font la ruée vers les réseaux sociaux pour aller chercher l'information, mais au lieu d'attendre, vous êtes un papier, un hebdomadaire, et vous bouclez, vous faites votre parution les mercredis, il y a une information brûlante le jeudi, mais vous n'allez pas garder cette information jusqu'à la semaine prochaine pour mettre sous presse. C'est impossible. Donc, déjà, vous pouvez donner ces informations sur ce groupe-là, sur vos comptes sociaux. Et maintenant, c'est là, en fait, que ça devient intéressant. Vous, hebdomadaire, vous n'allez plus faire l'information comme un site Internet. Vous faites un dossier carrément que vous ressortez la semaine d'après.
et qui a beaucoup plus étoffé. C'est parce que nous ne faisons plus, en fait, médias traditionnels, ce travail de fond qu'on doit faire pour intéresser toujours l'audience. Nous faisons un travail comme ce que font les sites Internet, comme les écrits que nous trouvons sur les réseaux sociaux. Et donc, ce que je lis sur les réseaux sociaux, enfin, je le lis également dans votre journal. Pourquoi je vais encore dépenser 1 euro, 2 euros à aller acheter un journal tant que je le lis déjà sur les réseaux sociaux? Et donc, les médias classiques, là, ils font une chute, enfin, irréversible. Là, le chiffre d'affaires descend. Et donc, oui, il faut qu'ils aillent vers les réseaux sociaux également. C'est là que se trouve aujourd'hui le marché. C'est comme ça que tourne le monde et on doit suivre le monde. Si on veut rester en arrière, ben, 2 jours à l'autre, on va mettre la clé sur le paillasson. Une question qui n'était pas prévue et qui vient d'être posée par un participant que je trouve très intéressante. La question de savoir ce que vous pensez de l'avenir de Twitter, avec l'idée de son nouveau patron d'en faire un réseau idéal pour la liberté d'expression. Que Je pensez-vous ne du vous ai pas bien futur? suivi. Il y a une question en fait d'un participant qui voudrait savoir ce que vous pensez de l'avenir de Twitter avec l'idée de son nouveau patron d'en faire un réseau idéal pour la liberté d'expression. Que pensez-vous du futur Twitter où la censure sera vue comme une violation de la liberté d'expression par son patron? Bon, vous savez, c'est ce qu'il a dit. Nous sommes dans un monde de business aujourd'hui. D'accord? Si quelqu'un est milliardaire, il peut se permettre aussi d'acheter, après, racheter Twitter et ou bien racheter Facebook et le transformer comme il le veut. Bon, on est dans un monde de business. Les médias, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'est la face visible de l'iceberg. Est-ce que vous savez ce qui se passe derrière les grands médias que nous voyons? Ceux qui investissent, ils ont leur ligne, ils savent ce qu'ils veulent, mais on ne le dit pas. Vous voyez un peu, je prends l'exemple de Reuters. Il y a les Thomson. Mais est-ce qu'ils y mettent comme argent? Est-ce qu'ils recherchent comme retombée? On ne le sait pas. On ne nous le dit pas directement. Et donc, moi, je ne crains pas à mon niveau ce que veut faire le nouveau promoteur de Twitter avec le Twitter? rachat. Moi, oui, ce qui m'intéresse, c'est que le canal puisse rester, moi, mon canal de diffusion d'informations, pour que je puisse atteindre, moi, ma cible. Si aujourd'hui, nous faisons l'effort aussi en Afrique d'avoir un géant qui puisse également racheter cela et en faire le porte-voix de l'Afrique, tant mieux, on pourra souhaiter ça. Donc, pour moi, ce sont des critiques ou encore ce sont des sujets auxquels on ne trouvera pas forcément de satisfaction parce qu'on est dans un monde de business. C'est parce que nous n'avons pas encore compris que le monde de l'information, c'est du business. Nous, on le voit comme aller juste tendre le micro à quelqu'un pour qu'il puisse parler, mais derrière, c'est autre chose. C'est tout un autre business, c'est une autre mafia, permettez-moi de le dire, qui est derrière parce que je sais, quand moi j'achète un organe de presse, je sais là où je veux aller avec cet organe de presse. Je sais l'agenda. Ce n'est pas parce qu'il a, quand quelqu'un achète un organe, ce n'est pas parce qu'il ne sait pas ce qu'il va faire avec son argent. Non, ce n'est pas qu'il en a plein aux as et qu'il veut le gaspiller. C'est parce que nous, on pense que ça ne rapporte pas. Mais non, ça rapporte de l'argent. Monsieur On en fait du Silvio, business avec. Monsieur Silvio, vous êtes fondateur et directeur d'un organe de presse de journal. Elon Musk se présente pour le racheter, en fait. Vous le céderez? Oui, je peux le lui céder. Ça dépend du montant qu'il me propose. Ah, mais bien sûr, nous sommes dans un monde de business, cher ami. N'oublie pas que je suis entrepreneur. Vous savez, j'ai fait une formation aux États-Unis en entrepreneuriat et en business et on nous a expliqué qu'à un moment donné, vous cédez votre place de directeur. Ce n'est pas, des fois, nous pensons qu'on veut garder le titre de directeur, mais ça nous rapporte quoi? Le titre de directeur? Non, rien, c'est vide. C'est une coquille vide. C'est une coquille vide. Mais attends, Elon Musk vient aujourd'hui dire, mais écoute, j'achète Africa Rendez-vous à coût de millions de dollars. Je dis, mais cher ami, je prends le chèque quand? C'est simple. C'est simple. D'accord? Il y a une autre question, Monsieur Silvio. Faut-il écrire régulièrement sur les réseaux sociaux en tant que journaliste?
Oui, il faut être souvent présent. Ça, je ne le cache pas. Quand il dit souvent, ou bien quand il dit régulièrement, je ne sais pas ce qu'il ne dit pas régulièrement, mais il faut être souvent présent. Parce que quand vous écrivez aujourd'hui, 3 semaines après, vous revenez, non, ce n'est pas ça. Il faut quand même arriver à Avoir une créer fréquence, en fait. un lien, d'accord? À fidéliser ses lecteurs pour que les lecteurs sachent que quand je viens sur votre compte, oui, j'ai de l'information, j'ai de la nouveauté. Parce qu'en journalisme, on dit quoi de neuf? D'accord? Et donc, si je viens sur votre compte espérant avoir de l'information et que c'est l'information d'il y a 5 ans, d'il y a 3 mois, que je retrouve, bon, bref, ce n'est pas intéressant, quoi. Donc, il faut publier autant que faire possible les informations. Mais faire le fort de ne pas envahir, d'accord, les gens avec votre information. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le burn-out. Les gens, à un moment donné, ils seront, genre, je ne sais pas comment vous l'expliquer, ils seront dépassés. Ils auront trop d'informations au point où ils vont s'embrouiller. Donc, il faut toujours l'importance de la planification de la publication de l'information dont j'ai parlé. Vous avez beaucoup d'informations à faire passer, vous n'allez pas les passer en même temps. Donc, il faut les planifier. Les planifier. Donc, ça vous permet quand même de garder le contact avec votre audience et les fidéliser. Une question qui nous vient du journaliste Badilon de la RDC. Quel est le côté positif et négatif des réseaux sociaux? Alors, les réseaux sociaux, je salue mon cher ami Aftal Cissé de passage, qui, au cours d'une formation, enfin, je l'ai invité à une formation que j'avais initiée entre-temps. C'était dans les années 2010 au American Corner à l'Université de Lomé, où il expliquait que les réseaux sociaux, c'est un couteau à double tranchant. Il donne l'exemple d'un cuisinier. Le cuisinier, vous le remettez un couteau, il vous fait un bon plat. Mais ce même couteau, vous le remettez à un brigand de grand chemin, il vous découpe en morceaux. D'accord? C'est comme ça les réseaux sociaux. Ça a des côtés positifs, ça vous permet de faire passer votre information, de faire passer ce que vous voulez, votre agenda, de promouvoir vos contenus, de promouvoir ce que vous voulez faire passer comme information. Mais au même moment, ce sont ces mêmes réseaux sociaux. Au cas où, vous voyez aujourd'hui avec le phénomène de porte-à-porte, s'il y a de cela 20 ans, il n'y a pas les réseaux sociaux qui auraient su, enfin, vous voyez un peu le buzz que ça fait. C'est les réseaux sociaux qui ont propulsé cela. Aujourd'hui, vous commettez une erreur à un endroit bien précis, journaliste, ben, très rapidement, vous allez vous retrouver sur les réseaux sociaux. C'est soit genre un écart de langage que vous tenez par maladresse, c'est soit enfin, un truc que vous commettez, une gaffe que vous commettez, rapidement, ça se retourne contre vous sur les réseaux sociaux. Et les gens vont l'amplifier parce que peut-être qu'on vous cherchait depuis au tournant. Ça, c'est juste des exemples basiques que je donne, mais les réseaux sociaux ont beaucoup de revers. Vous imaginez, vous donnez accès aux réseaux sociaux à votre galerie parce que oui, vous devez publier des images. Et par mégarde, vous avez une image peut-être indécente sur dans votre téléphone, vous voulez partager, vous cliquez, ça part, le drame est commis. Après, vous allez dire quoi? C'est mon fils qui s'amusait avec mon téléphone et donc qui a publié un bon dessus. Et c'est l'excuse passe-partout que les gens utilisent. Mais c'est déjà parti. Même si vous effacez, c'est là. D'accord? Donc, il faut faire attention. D'où aussi l'importance, vous, journalistes, de ne pas laisser votre téléphone enfin, dans les mains de n'importe qui. Est-ce que votre femme doit utiliser votre téléphone, doit avoir accès à votre téléphone? Est-ce que vos enfants doivent jouer avec votre téléphone? Ça encore, c'est un autre sujet, c'est un autre débat qu'on pourra faire après. Parce que si vous ne faites pas attention, ça risque de porter atteinte à votre réputation en ligne, à votre e-reputation. D'accord? Justement, vous parlez de réputation. Comment bâtir sa réputation sur les réseaux sociaux? Alors, cette réputation se construit de jour en jour. Ce n'est pas un truc qu'il faut se lever là comme ça et dire aujourd'hui, je bâtis ma réputation. Ça commence par le contenu que vous publiez. Journaliste, vous passez votre journée à publier de la blague. Non, mais écoutez, ça ne le fait pas. Vous passez votre journée à publier je sais pas, les blagues de Toto, à publier les buzz, à publier les intox, à publier les fausses informations. Non, vous ne construisez pas votre réputation. Mais si vous donnez de la bonne information, ben écoutez, au fur et à mesure que ça évolue, même si quelqu'un, un ministre, je n'ai rien dit, même si demain, un ministre dément vos publications, que demain,
on se rend compte que ce que vous avez dit est vrai, mais vous construisez votre réputation. Vous embellissez votre réputation. Vous souriez, je le sais, je n'ai rien dit. Et donc, vous construisez votre réputation. Et donc, demain, dire que non, c'est un grand journaliste. Et c'est comme ça, c'est en sautant sur certaines informations, en donnant certaines informations qui sont vraies, qui sont bien recoupées. Même si les gens cherchent à vous détruire, ils vont se rendre compte que non, mais il a fait son job. C'est ça. Mais ça ne se construit pas du jour au lendemain. Et cette réputation, malheureusement, on prend des années pour la construire, mais une seconde suffit pour la détruire. D'où l'importance de faire beaucoup attention. J'aimerais bien vous poser la question de savoir, lorsqu'on commet une pause sur les réseaux sociaux, comment la réparer en tant que journaliste? Je n'ai pas bien suivi, s'il vous plaît. Après avoir commis une bourse sur les réseaux sociaux ou publié par mégarde une image qui ne devrait pas être affichée, comment s'en sortir après? D'accord. Il y a deux options. L'option radicale, c'est d'effacer. Comment gérer cette crise-là? Oui, rapidement, si personne ne l'a vu. Mais si quelqu'un l'a vu, vous savez, le journaliste n'est pas un super homme, quoi. Il faut comprendre ça aussi. Le journaliste n'est pas un super homme. L'erreur est humaine. Ça peut arriver à n'importe qui. Il faut avoir la modestie, l'honnêteté de reconnaître qu'on a commis une erreur. Point final. Présenter ses excuses et on en passe. La vie continue. Mais si vous ne présentez pas d'excuses, non, ça ne le fait pas. Ça risque de se retourner contre vous. Mais la première option, c'est d'abord d'effacer. Sinon, quand vous n'effacez pas, on va garder toujours ça et puis ça va tourner. Même si c'est juste 2, 3, 4 personnes qui ont vu effacer. Mais dites que ben voilà, vous avez commis une erreur de publier sans pour autant expliquer ce que vous avez publié pour que ceux qui, parce que si vous dites tout dans votre excuse, ceux qui n'avaient pas vu votre, l'erreur que vous avez commise, c'est maintenant que vous allez les alerter que oui, vous avez commis une erreur. Non, juste dire que ben voilà, j'ai fait l'erreur humaine, j'ai commis une erreur, ben nanana, excusez-moi mes internautes ou ceux qui me suivent, nanana, et puis voilà. Au moins, ça fait pas respect à votre audience. Voilà. Une question de la journaliste congolaise Ruth. Est-ce une bonne idée en tant que journaliste d'avoir plus de 5 réseaux sociaux sur lesquels on partage des informations et comment faire une bonne gestion dans ce cas? Est-ce toujours important de répondre aussi aux préoccupations des internautes après chaque publication? Oui, moi j'ai plus de 5 réseaux sociaux. Ben, c'est une bonne chose. Ben, si votre cible est là, allez-y. Si votre cible est sur je pense que nous avions perdu le confrère Sylvian pour défaut peut-être de connexion Internet. Il sera là bientôt. On l'attend. Moi, je profite pour dire merci à tous ces confrères qui ont posé énormément de questions, qui ont participé activement à ce webinaire. C'est un webinaire qui a été très interactif. Pour cela, je vous dis franchement, merci beaucoup. Nous allons bientôt terminer. Nous sommes à une dizaine de la fin de cette session, mais vous pouvez continuer par envoyer vos questions, à les partager, à me les soumettre si vous êtes déjà membre de notre forum, de notre groupe privé sur Facebook. Vous pouvez poster vos questions, les poser dans les commentaires sous la vidéo ou me l'envoyer à mon adresse mail ou aussi peut-être, si vous le souhaitez, le poser directement via l'application Zoom. Le confrère Silvio est parti, mais il revient, il va nous revenir tout dans les instants qui suivent. C'est, oui, à cause de la connexion Internet, j'en suis convaincu, il sera là bientôt. C'est aussi l'une des réalités chez nous, ici en Afrique, où pas seulement en Afrique, hein, où l'accès à la connexion, c'est pas du tout facile. Alors, la semaine prochaine, nous aurons un webinaire sur comment gérer les erreurs. C'est-à-dire qu'en tant que journaliste, il nous arrive de commettre des erreurs, il nous arrive dans un article de commettre une bourde, d'avoir peut-être
de voir des coquilles se glisser dans nos publications. Et si c'est un lecteur qui s'en rend compte et qui interpelle, par exemple, dans le journal, aussi, soi-même, on s'en rend compte après, comment gérer, en fait, ces bouts, comment y répondre, comment faire en sorte de ne pas briser, en fait, la confiance de vos lecteurs, la confiance de vos publics. Que faire, en fait, en cas d'erreur? C'est le sujet du webinaire qui s'annonce pour la semaine prochaine. Je vous invite déjà, pour ceux et celles d'entre vous qui ne sont pas encore membres de notre forum, à nous rejoindre sur Facebook et continuer la conversation. Moi, j'ai hâte aussi de revoir tout de sur le plateau le confrère Silvio pour qu'on puisse terminer cette belle session en toute beauté. Je vois pas mal de questions. Le confrère Jean-Pierre qui demande, chez nous, l'organe de régulation ne punit pas trop les délits de presse, les calomnies, diffamations, etc. Même si la loi ne le prévoit pas, qu'en est-il chez vous au Togo? Et une autre confrère qui voudrait savoir quelles sont les astuces pour se faire remarquer sur son Facebook, sur son Twitter et LinkedIn. Comment attirer des personnes ou internautes sur ces comptes ou pages? La boîte de discussion est ouverte. Je vois pas mal d'interactions. N'hésitez pas si vous avez par exemple aussi des expertises à partager avec vos confrères ou si vous avez des réponses aux questions qu'ils posent. Vous pouvez aussi écrire dans la boîte de discussion et puis voilà, enrichir ce débat, enrichir les questions, enrichir en fait le sujet ou la thématique qui nous réunit. Il est 13h54 chez moi, à 14h, d'ici 14h, je suis convaincu et nos droits sont croisés pour que les dieux de l'Internet puissent permettre à nos confrères de nous revenir avant qu'on ne termine cette session. Et puis, en plus, je voudrais rappeler aux confrères que nous avons lancé depuis une semaine un sondage, un court questionnaire pour améliorer le forum. Nous voulons passer à un niveau supérieur, nous voulons offrir aux journalistes plus d'initiatives, plus de projets, et nous vous prions de prendre quelques minutes, pas plus de 2 minutes en fait, pour répondre à ce court questionnaire, nous dire ce que vous pensez du forum francophone de l'ICFJ, ce que vous pensez en fait de nos sessions numériques, comment les améliorer, quelles sont les thématiques, quels sont les experts que vous souhaiteriez peut-être qu'on puisse inviter. N'hésitez pas à nous le faire savoir. Un instant. Voilà, le confrère Silvio de retour. Oui, de retour. Salut, monsieur Silvio. Oui, salut, je suis de retour. Je pense que c'est Ouais. en fait de problème avec la connexion, mais là, je suis sur le téléphone, donc c'est bon. On peut y aller. D'accord. Je disais que vous étiez parti à court de… que les dieux de la connaissance sont fâchés, vous ont lâché, mais… Super. Oui. Non, oui, donc je parlais des 5 réseaux sociaux, c'était la question. Comment? Est-ce que c'est une mauvaise chose en fait, ou bien comment gérer les 5 réseaux sociaux si on est sur je ne sais pas. Depuis le début, j'ai dit, moi j'ai plus de 5 réseaux sociaux que j'utilise, que j'administre en plus. D'abord pour Africa Rendez-vous, l'organe que je dirige et moi-même. Et donc, et pour ma structure comme entrepreneur, donc imaginez, toutes ces structures ont des comptes, donc je gère beaucoup de comptes à la fin. Donc oui, on peut avoir beaucoup plus
50 et beaucoup plus. Donc, tout est une question de planification. J'ai dit au départ de savoir de la priorité au réseau social sur lequel vous savez que vous avez plus d'audience, que vous savez que c'est là que vous avez votre cible, c'est en fait par là que vous commencez votre journée. C'est à ça que vous donnez votre priorité. Vous commencez après, au fur et à mesure, vous savez que bon, vous les avez déjà classés de 1 à 5. Donc, oui, facilement, vous pouvez les gérer. Tout est une question de programmation, de planification et d'organisation. Sinon, moi, j'ai plus de 5 réseaux sociaux que j'administre, sinon plus d'une vingtaine d'ailleurs. Nous tendons vers la fin de cette session. Je vous lis encore quelques questions que nous avons des participants. Quels sont les outils disponibles pour assurer une veille informationnelle? Pardon, quel outil? Oui, pour assurer une bonne veille informationnelle. Alors, il y en a plein. Il y en a plein. Il y a Mention, il y a Scoopit, il y a TweetDeck que j'utilise beaucoup, enfin, si vous voulez savoir. Il y a aussi Google que j'utilise pour faire de la veille informationnelle. Il y a plein d'outils qui sont libres de droit. D'accord? C'est pourquoi moi, je n'ai aucun engagement avec Google, mais chaque fois, autant que faire possible, j'exhorte les gens à utiliser cet outil parce que c'est très avantageux en termes de veille informationnelle. Donc, il faut savoir filtrer les informations, il faut savoir mettre les mots-clés qu'il le faut, et ça vous fait faire des choses extraordinaires. De même que Twitter, vous avez l'outil annexe qui est TweetDeck que vous pouvez utiliser. Je vais envoyer les noms après à M. Balao qui pourra le partager avec vous. Il y a Mention qui permet de vous alerter dès que vous êtes mentionné comme le nom l'indique. Le mot-clé ou le hashtag que vous avez indexé, dès que c'est mentionné sur un réseau social, tac, vous êtes informé. Et donc, vous n'avez pas besoin d'être là, les yeux rivés dans votre ordinateur ou bien dans votre écran tout le temps. Donc, vous êtes alerté autant que faire ce peut. Mon avant-dernière question, M. Silvio. Quelles sont les astuces pour se faire remarquer sur son Facebook, sur Twitter ou LinkedIn? C'est une question d'un participant également. Pour se faire remarquer, en tant que journaliste, il faut juste être pertinent. C'est juste ça. Vous savez, ne pas suivre tout le monde. Je donne un exemple. OK. Augmentation du prix de carburant. OK. Un organe l'a écrit. Le deuxième l'a écrit. Le troisième l'a écrit. Cinquième l'a écrit. Ils ont commencé par écrire à partir de 8 heures. Tu viens écrire à 10 heures. Tu parles aussi d'augmentation de carburant. Non, mais tu n'es pas pertinent. Tu n'apportes rien. Donc, c'est comment tu te démarques sur la même actualité qui fait de toi un bon journaliste en réalité. Donc, ce qui fait qu'on ne doit pas courir, tout le monde, on fait ça. Vous allez à un reportage, on n'est pas obligé de dire ouverture d'atelier, que le ministre a dit ci, après le représentant de tel ministre a aussi dit ci. Non. Quel est le truc pertinent qu'il faut retenir? Qu'est-ce que ça vient changer cet atelier? Mais c'est ça qui nous intéresse. Sauf si vous allez prendre 10 000 chez l'organisateur que vous voulez parler de son enfant, de ses petits. Sinon, ce n'est pas ça du journalisme. Et ça ne vous fait pas démarquer du lot. Et c'est en fait comme ça qu'on devrait travailler. Ne pas se précipiter. Trouver le bon angle, trouver le bon titre. C'est le titre qu'on lit d'abord. Ne pas faire du titre sensationnel. Trouver le bon titre, faire un bon chapeau, faire une bonne écriture où c'est limpide, clair du début jusqu'à la fin. Tranquille. Et surtout, les images d'illustration, ça compte. Quand vous utilisez une image floue, ça n'attire pas. Quand vous utilisez une image qui capte, oui, des fois même ce n'est pas le titre, ce n'est pas le texte qui attire, mais c'est l'image que vous avez à utiliser parce que les images même en soi donnent de l'information. D'accord? Donc, il faut tout un tout. C'est tout un tout, c'est toute une école. Surtout aujourd'hui sur les réseaux sociaux ou encore quand on parle de web journalisme, ce n'est pas en fait l'ancienne école où il faut faire sur-titre, titre et le sous-titre. Non, ça ne passe pas. Vous voyez des titres kilométriques. Non, ça ne marche pas et ça ne favorise pas un bon référencement. D'abord, pour ceux qui utilisent WordPress, par exemple, le SEO qui est souvent intégré, comment on le dit, vous note et vous fait savoir que vous êtes
dans la ligne rouge. Et quand vous êtes dans la ligne rouge, vous comprenez que vous ne faites pas un bon travail de référencement. Et quand vous faites l'effort d'aller vers l'orange, là, c'est bien. Et encore au vert, bravo, good job. Donc, il faut tout un tour. C'est toute une école. Et on ne se lève pas comme ça. On dit, oui, je vais sur les réseaux sociaux, je vais me faire démarquer, à moins que vous faites dans le buzz, vous accompagnez les potes à potis. Non, la parenthèse est fermée. Donc, si vous voulez faire dans la racaille, il y en a aussi qui font ça. Mais est-ce que c'est ça du journalisme? Je suis de plus en plus sidéré, estomaqué, scandalisé de constater qu'il y a beaucoup de médias togolais et même africains qui font dans le clickbait, qui ne font pas, qui écrivent des titres juste pour vendre. D'accord? Des titres qui ne, au lieu de dire tel, non, ils racontent autre chose. Après, vous lisez l'article, vous constatez que le titre ne colle pas avec le contenu. Ça ne colle pas. Et donc, contentons-nous de faire du vrai journalisme, pas, de donner l'information. Même si, oui, moi, je dis à l'école, à mes étudiants, en fait, faites des titres sexy. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire des titres vendeurs, des titres sensationnels. Il faut faire des titres professionnels qui donnent l'information, mais que vous lisez où ça attire, ça vous donne envie de lire. C'est tout ce qu'on dit. Est-ce qu'il faut aussi traiter des enquêtes sur les réseaux sociaux? Mais ne doit-on pas aussi traiter des enquêtes sur les réseaux sociaux? C'est une dernière question de notre consoeur Adrienne. Pardon, je ne vous ai pas bien suivi. La question, c'est de savoir, est-ce qu'il ne faut pas aussi traiter des enquêtes sur les réseaux sociaux? Traiter des enquêtes? Oui. Peut-être que la consoeur Adrienne pourra mieux expliquer sa question, mais moi, je vous demande tout de suite, Monsieur Silvo, avoir 11 millions d'abonnés sur Twitter, est-ce que c'est facile? C'est facile. Oui. Mais c'est facile. C'est facile. Mais on ne l'a pas aujourd'hui. On ne se lève pas comme ça pour avoir des milliers ou des millions de followers sur Twitter, non. C'est un travail de longue haleine. Et puis, vous savez, il faut savoir donner l'information qu'il faut. D'accord? Et quelle information? C'est juste ça. Si vous dites, bon, vous savez, le journalisme, c'est toute une école. Si vous vous levez aujourd'hui, je ne sais pas, vous dites ce que tout le monde dit. Non. En quoi vous apportez une plus-value? Mais il y a l'information qui est là. Mais vous, dans tout ce que les gens disent, vous trouvez, ah, c'est ça qui fait tilt. Ah, c'est ce que vous vous faites ressortir. Les gens vont dire, waouh. Eh bien, c'est ce waouh qui va donner des gens vers vous. C'est juste ça. Et c'est là où vous faites asseoir votre hégémonie, votre réputation et votre monde, votre famille. Mais attention aussi, nous ne nous trompons pas. Si nous avons des milliers de followers sur les réseaux sociaux, ce ne sont pas tous ces milliers-là qui nous apprécient. Il y a aussi des gens qui nous guettent, qui sont là et qui nous ont marqués qui font de la veille informationnelle sur nous pour savoir, pourquoi attendre le jour où on va commettre la moindre erreur pour la faire ressortir. Et d'où l'importance aussi d'être vigilant. Il ne faudrait pas que ça nous monte à la tête. C'est la folie des stars. Dès qu'on commence par avoir des followers, on dit ouais. Non, cool down. C'est plutôt un piège. Enfin, il faut beaucoup faire attention. Il faut beaucoup faire attention, il faut être vigilant, il faut réfléchir avant de poster des contenus sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas confondre la vie professionnelle et la vie personnelle, privée. Merci beaucoup pour ces conseils, Monsieur Silvio. J'en ai retenu beaucoup et je pense que c'est le cas aussi pour la plupart des confrères et des consoeurs qui nous ont suivis. La connexion a voulu, vous faites partie, mais heureusement, vous êtes revenu et nous avons encore échangé. Merci sincèrement pour ce webinaire qui est top, qui a reçu beaucoup de retours positifs déjà. Des confrères qui vous sollicitent déjà aussi pour des émissions. Je vous dis merci pour cette belle session, pour ce moment de partage et aussi pour cette disponibilité avec vos multiples casquettes de formateurs, de directeurs, d'entrepreneurs,
de professeur, d'enseignant, et vous avez accepté de partager ce moment avec nous. Sincèrement, merci, et j'espère de mon côté que nous aurons encore l'occasion de vous avoir pour de prochaines sessions à l'avenir. Et je dis merci aussi à tous ces participants qui nous ont suivis et qui ont aussi patienté jusqu'à la fin de cette session, de ce webinaire. Moi, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin d'après-midi. Je vous donne rendez-vous le jeudi prochain pour un nouveau numéro. Mais avant de partir, encore une fois, merci, cher Silvio.